12e exposé. Celui qui s'en tient à la thèse de la censure comme motif principal de la déformation du rêve ne sera pas déconcerté d'apprendre, comme cela ressort de l'interprétation du rêve, que l'analyse ramène la plupart des rêves faits par les adultes à des désirs érotiques. Cette affirmation ne vise pas les rêves ayant un contenu sexuel non déguisé, rêves que chacun connaît sans doute par sa propre expérience, et qui sont d'ordinaire les seuls à être qualifiés de rêves sexuels. Ceux-ci offrent toujours suffisamment d'éléments déconcertants par le choix des personnes dont ils font des objets sexuels, par la suppression de toutes les barrières devant lesquelles le dormeur oblige, dans la vie éveillée, ses besoins sexuels à s'arrêter, par de nombreuses particularités singulières qui font penser à ce qu'on nomme le pervers. Cependant, l'analyse montre qu'un très grand nombre d'autres rêves, qui ne trahissent rien d'érotique dans leur contenu manifeste, sont démasqués, au travail de l'analyse, comme des accomplissements de désirs de caractère sexuel, et que, d'autre part, un très grand nombre de pensées laissées de côté par l'activité mentale de l'état de veille en tant que reste diurne ne parviennent à être figurées dans le rêve qu'avec l'aide de désirs érotiques refoulés. Pour expliquer cet état de choses que rien ne postule théoriquement, soulignons qu'aucun autre groupe de pulsions n'a subi, du fait des exigences de l'éducation conduisant à la vie civilisée, une répression aussi importante que les pulsions sexuelles, mais aussi que chez la plupart des individus, les pulsions sexuelles s'entendent le mieux à se soustraire à la domination des plus hautes instances psychiques. Depuis que nous avons appris à connaître la sexualité infantile, qui est souvent si peu apparente dans ses manifestations, régulièrement négligée et mal comprise, nous sommes en droit de dire que presque tout homme civilisé a conservé en un point quelconque la configuration infantile de la vie sexuelle, et nous comprenons de ce fait que les désirs sexuels infantiles refoulés fournissent les forces pulsionnelles les plus nombreuses et les plus puissantes qui concourent à la formation des rêves. S'il peut arriver au rêve qui exprime des désirs érotiques de paraître anodinement asexuel dans son contenu manifeste, cela n'est possible que d'une manière. Le matériel de représentation sexuelle n'a pas le droit d'être figuré comme tel. Il faut lui substituer dans le contenu du rêve des indications, des allusions et des modes analogues de figuration indirecte. Mais à la différence d'autres cas de figuration indirecte, celle qui est utilisée dans le rêve doit être dépouillée d'intelligibilité immédiate. On s'est habitué à désigner les moyens de figuration qui correspondent à de telles conditions comme étant des symboles de ce qui est figuré par leur intermédiaire. Un intérêt particulier s'est porté sur eux depuis qu'on s'est avisé que les rêveurs parlant la même langue se servent des mêmes symboles, voire même que dans certains cas, la communauté de symboles s'étend au-delà de la communauté de langue. Comme les rêveurs ignorent eux-mêmes la signification des symboles qu'ils utilisent, on ne comprend pas au premier abord d'où vient la relation de ces symboles avec ce qui se substitue à eux et qu'ils désignent. Le fait lui-même est toutefois indubitable et prend de l'importance pour la technique de l'interprétation, car à l'aide d'une connaissance de la symbolique du rêve, il est possible de comprendre le sens d'éléments isolés du contenu du rêve, ou de fragments isolés du rêve, ou parfois même de rêves entiers, sans avoir besoin d'interroger le rêveur sur ses idées incidentes. Nous nous rapprochons ainsi de l'idéal populaire d'une traduction du rêve, et retournons d'autre part à la technique interprétative des peuples anciens, chez qui interprétation du rêve et interprétation par la symbolique étaient une seule et même chose. Bien que les études entreprises sur les symboles du rêve soient encore loin d'être terminées, nous pouvons quand même soutenir avec certitude une série d'affirmations générales et d'indications particulières sur ce sujet. Il existe des symboles qu'il y a lieu de traduire presque universellement d'une manière univoque. C'est ainsi que l'empereur et l'impératrice, ou le roi et la reine, signifient les parents. Les chambres figurent des femmes, les entrées et les sorties les orifices corporels.
La plupart des symboles du rêve servent à figurer des personnes, des parties du corps et des activités marquées d'un intérêt érotique. Les parties génitales en particulier peuvent être figurées par un grand nombre de symboles souvent très surprenants, et les objets les plus divers se trouvent utilisés pour les désigner symboliquement. Si des armes pointues, des objets longs et roides comme des troncs d'arbres ou des bâtons remplacent les organes génitaux mâles, des armoires, des coffrets, des voitures, des fourneaux remplacent le corps féminin dans le rêve, le tertium comparationis, l'élément commun de ces substitutions, nous est aisément intelligible. Nous ne pouvons cependant saisir les relations aussi facilement dans le cas de tous les symboles. Des symboles comme celui de l'escalier et de l'ascension pour l'acte sexuel, de la cravate pour le membre viril, du bois pour le corps féminin, suscitent notre scepticisme aussi longtemps que nous n'avons pas acquis par d'autres voies l'intelligence de la relation symbolique. Toute une série de symboles oniriques sont d'ailleurs bisexuels. Selon le contexte, ils peuvent être rapportés aux organes génitaux masculins ou féminins. Il y a des symboles d'extension universelle que l'on rencontre chez tous les rêveurs d'une ère linguistique et culturelle. D'autres qui ne se présentent que dans des limites très étroites et individuelles, des symboles que tel individu s'est façonné à partir de son matériel de représentation. Parmi les premiers de ces symboles, on distingue ceux dont la revendication à remplacer le sexuel est immédiatement justifiée par le langage, comme par exemple ceux qui proviennent de l'agriculture, reproduction, semences, et ceux dont la relation au sexuel semble remonter aux temps les plus anciens et aux profondeurs les plus obscures où se forment nos idées. Le pouvoir de former des symboles n'est pas éteint de nos jours, pour ce qui est des deux types de symboles que nous venons de distinguer. On peut observer que des objets inventés depuis peu, comme les aéronefs, sont aussitôt élevés à la dignité de symboles sexuels d'un usage universel. Il serait d'ailleurs erroné d'espérer qu'une connaissance encore plus approfondie de la symbolique du rêve, du langage du rêve, pourrait nous dispenser d'interroger le rêveur sur les idées qui lui viennent à propos de son rêve et nous ramener entièrement à la technique antique de l'interprétation des rêves. Sans même tenir compte des symboles individuels et des oscillations qui se produisent dans l'usage des symboles universels, on ne sait jamais si un élément du contenu du rêve doit être interprété symboliquement ou au sens propre, et on sait avec certitude que tout élément du contenu du rêve ne doit pas être interprété symboliquement. La connaissance de la symbolique du rêve ne nous fournira jamais que la traduction de composantes isolées du contenu du rêve, et elle ne rendra pas superflue l'utilisation des règles techniques que nous avons formulées plus haut. Cependant, elle interviendra comme le plus précieux auxiliaire de l'interprétation, précisément là où les idées incidentes du rêveur seront défaillantes ou insuffisantes. La symbolique du rêve se révèle également indispensable pour comprendre les rêves dits typiques des êtres humains et les rêves récurrents de l'individu. Si ce bref exposé n'a réussi à donner qu'une idée si incomplète du mode d'expression symbolique du rêve, nous justifierons ce défaut en attirant l'attention sur une découverte qui compte parmi les plus importantes que nous ayons faites en ce domaine. La symbolique du rêve conduit bien au-delà du rêve. Elle n'appartient pas en propre au rêve, mais domine de la même manière la figuration dans les contes, les mythes et les légendes, dans les mots d'esprit et dans le folklore. Elle nous permet de suivre les relations intimes que le rêve entretient avec ses productions. Cependant, nous devons nous dire qu'elle n'est pas le fruit du travail du rêve, mais constitue une particularité, probablement de notre pensée inconsciente, qui fournit au travail du rêve le matériel qu'il utilise pour la condensation, le déplacement et la dramatisation.